Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu du marché en général et du Bitcoin. J'enregistre ces vidéos dimanche soir, donc vous la verrez vous lundi matin. Les choses auront sans doute quelque peu évolué. Et plutôt que de l'analyse technique, puisque vous le savez sans doute, on est sur le support de la TH de 2017 que vous voyez là. D'ailleurs, on peut tracer voilà, un trait ici. Vous voyez qu'on est dessus, même un peu en dessous. Désormais, pour le moment, à quoi faut-il s'attendre pour la fin de ce mois de septembre et peut-être pour cette fin d'année? Faire un point macro, vraiment, pour essayer de se donner peut-être un avantage sur la lecture des événements qui pourraient advenir. On a eu le 13 septembre, si je me souviens bien, les chiffres du CPI, de l'inflation américaine qui ont été un peu plus mauvais, qui ont été de 8,3% d'année en année. Donc une baisse par rapport au mois dernier, enfin en tout cas une décélération de l'inflation et pas une baisse, qui était de 8,5% et les bourses ont chuté. On va aller voir sur une charte sur l'échelle en minutes. Chaque bougie ici c'est une minute et en 3 minutes voilà ce qui s'est passé. On a ouvert ici et on a fait une chute de 5,29%. Ça s'est prolongé sur le reste de la journée pour faire une chute de 10% cette journée-là sur le Bitcoin. Pareil sur les marchés traditionnels, on a eu une chute assez drastique. Non pas à cause de ces chiffres de l'inflation, on va dire, proche de ce qui était attendu, à savoir 8,1 attendu, 8,3 publié, mais plutôt à cause des chiffres de l'inflation qu'on appelle Core CPI. Le core CPI que vous voyez là, c'est l'inflation dont on exclut la nourriture et l'énergie qu'on juge trop volatile, qui peut être très dépendant des marchés de l'énergie d'un mois à l'autre. Donc on exclut ça. Et l'inflation, elle, de ce côté-là, continue d'accélérer. Vous voyez la courbe là qui monte. Le core CPI a été publié à 6,3%, ça demandait un petit peu moins, à 5,9% de mémoire et il a été plus élevé que celui attendu. Ça signifie que l'inflation est en train de se propager sur le marché américain en dehors de la volatilité des prix de l'énergie et donc que les entreprises, par exemple, essaient de reconstituer soit leur marge, soit de dégager du pouvoir d'achat aussi pour elles-mêmes pour être eh bien, viables sur le marché. Et ça, c'est une inflation latente qui s'installe plutôt sur une durée plus longue, d'où la très mauvaise réaction des marchés, non pas parce qu'on a foiré la cible de 0,2% au niveau de l'inflation, mais le message que ça envoie. L'inflation s'installe, et lors de son discours à Jackson Hole de rentrée, Jackson Hole qui est une ville de Jérôme Powell, le boss de la Fed, il a annoncé que some pain is coming. Alors, il a un peu nuancé ses propos. Pain, c'est un mot très fort dans le langage des banquiers centraux qui sont plutôt modérés, qui n'essaient pas d'affoler le marché dans un sens ou d'un autre, mais ce message-là est plutôt fort pour leur dire, voilà, ça va être compliqué et son objectif à lui, un de ses mandats, il en a deux, c'est le chômage, de ce côté-là, tout va bien, on est toujours dans plein emploi aux États-Unis, et le deuxième, c'est l'inflation. Et surtout, il constate que ça s'installe malgré que l'année dernière, tous les banquiers centraux, Jérôme Powell en tête, a annoncé que l'inflation serait transitoire. Il n'en est rien. Elle semble s'instaurer sur la durée. Elle est multifactorielle, bien sûr, l'énergie, les chaînes d'approvisionnement, etc., etc. En plus de ça, vous ajoutez l'effet monétaire où les États-Unis ont imprimé plus de dollars en 2 ans entre 2020 et 2022 que dans toute l'histoire des États-Unis, suivi aussi par des politiques très relaxes au niveau de la BCE et du Japon, mais ça depuis déjà un certain temps, et vous avez un choc monétaire plus tout ce que je vous ai dit avant qui crée donc une inflation latente qui est en train d'exploser, qui est en train de s'installer sur la durée. Il a annoncé que son combat ce serait l'inflation, coûte que coûte. C'est pourquoi vous avez vu passer ces datas-là un peu partout sur les réseaux sociaux. Ce sont non pas des chances que, on va dire là, des cibles de hausse de taux d'intérêt soient tenues, qu'elles vont arriver, mais ce sont des analystes qui pensent que
ça va plutôt être 0,75% de hausse en points de pourcentage, donc 75 points de base le 21 septembre quand Jérôme Powell va parler suite à son meeting de la FOMC qui va se dérouler mardi à mercredi. C'est mardi qui va nous délivrer donc le résultat de ce qu'ils ont décidé. 18% d'entre eux pensent que ça va être 100 points de base, à savoir un point de pourcentage de plus, ce qui ne serait pas fortement étonnant. Je ne sais pas si le marché a entièrement pricé les 1% ou pas. C'est assez difficile à dire. Alors quand je dis 1%, c'est un point de pourcentage, c'est un abus de langage, mais vous avez compris. Donc on aurait des taux d'intérêt, selon moi, avec des grandes chances qui avoisineraient les 3 à 3,25%, et pour d'autres, une minorité à 18% qui pense que ce sera entre 3,25 et 3,50 au niveau des taux d'intérêt américains. Cette inflation qui monte, et alors je ne parle même pas de l'Europe où on est complètement au fond du trou, vous avez une industrie allemande qui est littéralement en train d'être détruite, ça va mettre des années à se reconstruire si ça se reconstruit. Le business model de l'industrie européenne et notamment et surtout allemande, c'est de l'énergie pas chère pour fabriquer des produits à haute valeur ajoutée, notamment le secteur automobile. Nous avons le secteur du luxe par exemple, mais ça c'est la base de notre économie. Aujourd'hui, on est coupé de l'énergie pas chère. Chacun jugera bon de penser que cela vaut le coup ou non. Du reste, les conséquences sur l'économie européenne ne font que commencer, avec en plus la montée de l'extrême droite au niveau de l'Italie, qui fait qu'elle pourrait dire à Bruxelles, bah écoutez, j'en ai un peu rien à secouer de vos directives, et donc là on est en risque d'implosion de l'UE cet hiver. Bon, on va voir comment ça va se passer, mais je m'intéresse surtout au marché américain qui lui dicte plutôt la marche du marché. Et vous avez ici, par exemple, le taux d'intérêt depuis 1930 peut-être aux États-Unis. La ligne de zéro est ici. Il y a eu des périodes déflationnistes, mais vous voyez que les périodes d'inflation, ça c'est 1929. Il y a eu un double effet qui se coule. Il y en a eu un autre aussi dans les années 70 lors du double choc pétrolier quand la réduction des livraisons de barils de pétrole ont été décidées par les pays de l'OPEP. Et pourquoi il y a un double effet qui se coule, voire un triple ici, mais surtout un double? Eh bien parce que la Fed commence à monter les taux en même temps que l'inflation. Je vais vous montrer ça. Vous avez ici la montée des taux. Vous voyez que ça c'est la période de 1980, la même qu'ici environ, et on était monté à l'époque à 15% et plus, hein. On est monté au-delà des taux d'inflation. À l'époque, c'était Volcker, Paul Volcker, le président de la Fed, qui lui aussi a voulu absolument résorber l'inflation, et il l'a fait au prix de l'économie, c'est-à-dire qu'il a cassé l'économie, moins de crédits accordés, moins de, moins de pouvoir d'achat, puisque les prix augmentaient sans que les salaires suivent, etc., l'investissement. L'économie ne pouvait pas se relancer, ce qui fait qu'elle ne pouvait pas alimenter non plus l'inflation, qui fait que, à force que la consommation baisse, eh bien, on est venu à bout de cette inflation au final avant de repartir sur un cycle qui dure maintenant déjà depuis 40 ans. Et vous voyez que depuis, on n'a fait que baisser les taux d'intérêt, on les a remontés momentanément, mais jamais autant que ça. Et vous voyez qu'ici aussi, il y a un double effet qui se coule. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on constate que l'inflation baisse, on commence à baisser donc les taux d'intérêt au niveau de la Fed. Donc l'économie dit tiens, ça repart, les crédits repartent un peu, même si c'est toujours élevé, mais c'est moins élevé qu'avant en termes de taux d'intérêt. Et boum, l'inflation refait surface aussi vite parce que le desserrement monétaire a été trop rapide. C'est quelque chose d'assez difficile à jauger, j'en conviens, mais c'est pour ça que ça explique cette double pic. Là, vous voyez qu'on est sur un premier pic à nouveau qui a rien à voir avec les précédents. Donc, on est plutôt sur quelque chose de ce type-là et de ce type-là que, je ne sais pas moi, peut-être une relation de ce type-là, vous voyez. Et ça dure ces histoires-là plus d'une décennie ou d'une décennie à peu près. Donc on n'est pas parti sur une période facile. Ça ne veut pas dire que les marchés ne peuvent pas rebondir, ils l'ont fait par le passé. Déjà, on va aller voir ça après sur le S&P 500, on a des datas historiques d'ailleurs. Mais là, si Jérôme Powell
part sur la même démarche que Volcker, c'est-à-dire casser l'économie pour casser l'inflation, c'est le moyen le plus efficace, puisque si on met de la pommade, c'est-à-dire on met des chèques énergie, d'autres chèques consommation, etc., et j'entends que la population souffle. Là n'est pas le sujet, je ne parle pas d'un point de vue social, je vous parle de ce qui se passe au niveau de l'économie, de la macroéconomie. Eh bien, on alimente l'inflation, soit en important l'énergie plus chère, qui se répercute ensuite sur les prix à la consommation et également sur les salaires qui peuvent monter également. Là, Jérôme Powell, lui, a l'air de vouloir partir sur les traces de Paul Volcker en montant donc le taux d'intérêt, vous voyez, qui est toujours très bas. On n'est même pas au niveau de la fin des années 90 et il veut les monter donc la prochaine fois à 3 et quelques. On va voir où est-ce que le couteau va tomber et la réaction pourrait être épidermique de la part des marchés comme elle a été lors de l'apparition des chiffres du CPI qui entraîne donc une attente d'un resserrement monétaire plus violent le 21 septembre. Et plus on monte les taux, plus bien sûr la valeur du dollar monte et plus on casse l'économie mondiale et empêchant toute relance sur le moyen terme, voire le long terme, avant de sortir de ça. Vous voyez. Si on s'intéresse maintenant un petit peu au marché, au S&P 500 par exemple, je vais enlever mes moyennes mobiles. Si on regarde les crashs qui ont été assez conséquents, à savoir la crise de 2008 qui était une des plus grosses qu'on ait connues, en tout cas de notre vivant, et récemment, on a une baisse en 2008 environ de 50%, 57% du marché, une chute du S&P 500, et la chute de l'époque est moins grave que les crises qui se profilent aujourd'hui si on n'arrive pas à les résorber. Pour l'instant, il n'y a pas de porte de sortie. En tout cas, j'en vois pas. Pas de résolution sur l'énergie, pas de résolution donc plus tard sur l'inflation à moyen terme qui pourrait entraîner aussi des crises sociales, des fermetures en masse d'entreprises, ce qui est le cas déjà si vous regardez un peu en Angleterre ce qui se passe, puisqu'ils n'ont pas de bouclier énergétique, les entreprises sont en train de fermer. L'Allemagne met des usines à l'arrêt parce que le gaz est trop cher, ils ne peuvent pas faire tourner l'entreprise puisque ça n'est pas rentable. Si ça s'installe sur la durée, vous voyez que très vite on va contaminer le reste de l'économie, à savoir les ménages, le chômage de masse, etc. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, je n'en sais rien, je ne peux pas lire l'avenir. Mais ce qu'on a sous nos yeux, ça sent pas très bon. Je ne parierai pas sur un avenir rose, tout du moins. Donc là, on a une chute assez importante du S&P 500 en 2008. Ça, c'est la bulle de 2000 qui est moins importante encore, mais on va aller la mesurer également. Et on a une chute de 48%, 49% sur 852 jours. Là, c'était 545 jours. Donc vous voyez que les périodes quand même s'étalent de manière assez importante sur le marché traditionnel. Si on regarde dans les années 70, ici, avec le double choc pétrolier, le premier en 73, le deuxième en 79, et on va la voir quelque part par ici. Donc le premier choc qui a été le plus violent de 73, pareil, une chute de 48% du marché. Enfin 50, enfin à peu près 50%. Je ne suis pas aussi précis là, il faudrait que je zoome, mais peu importe. Et la chute la plus violente, bien sûr, c'est celle de 29. Il y a moins de data, mais on les a quand même. Hop. Et on a fait moins 85% en 2 ans et demi à peu près. Non pas qu'on devrait avoir ça, enfin j'en sais rien encore une fois, mais même si on considère les baisses minimales d'environ 50% des grosses crises qu'il y a eu dans le passé, eh bien là on en est encore très loin. Je vais vous montrer ça. Alors ça, je vais supprimer. Si on prend du haut en bas, on est pour l'instant sur une chute de 24% seulement entre guillemets, avec un Bitcoin qui est déjà passé de 69 000 à moins de 20 000 aujourd'hui. On est en train d'aller chercher la borne basse des 19 000 en ce moment. Et si on regarde l'histoire du Bitcoin depuis son inception, c'est-à-dire depuis 2010 qu'on a les datas, mais il était lancé en 2009-2010, par là, le Bitcoin n'a connu qu'une période favorable pour les marchés. Est-ce que aujourd'hui les signes de bottom qu'on a sur plusieurs indicateurs
par exemple, sur le RSI mensuel qui est au plus bas, sont valables, à savoir, oui, voilà, faut acheter, c'est le bon moment, etc. Peut-être, je n'en sais rien encore une fois. Est-ce que c'est une bonne zone pour DCA? Certainement. Est-ce que le bottom est là? Je n'en sais strictement rien. On est au plus bas au niveau du RSI mensuel. Vous êtes en dessous de la moyenne mobile 200 en weekly, ce qui est historiquement une bonne zone d'achat. Ce sont les courbes en orange. La orange foncé, c'est l'EMA, la moyenne exponentielle, et la foncée, c'est la moyenne mobile simple. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur les moyennes mobiles dans la playlist éducation si cela vous intéresse. Ici, par exemple, le crash de 2020, on va en dessous. Tout ce qui est en bas là, c'est plutôt une bonne zone d'achat. Là, on casse la première des moyennes mobiles 200. Tout ce qui est en dessous, c'est plutôt une bonne zone d'achat. Et pareil par le passé également. Est-ce que là, ça va se répéter ou non? Pour l'instant, en tout cas, le prix du Bitcoin est en train de nous faire quelque chose déjà de différent, à savoir qu'il passe plusieurs semaines sous les deux moyennes mobiles 200, notamment la simple, puisqu'auparavant, vous voyez que là, on passe même pas une semaine. On vient clôturer, faire une grosse mèche, puis la prochaine semaine, on réintègre immédiatement au-dessus de la moyenne mobile. Là, pareil, on vient même pas casser en dessous de la moyenne mobile simple 200. Et par le passé, on vient simplement mécher en dessous sans clôturer. Là, ce qui se passe, c'est quand même déjà un peu différent, à savoir qu'en plus d'autres indicateurs sont en train d'être déjà invalidés, ou en tout cas ils l'ont été sur cette descente-là. Je vais vous montrer de quoi je veux parler. Ça, vous avez d'autres youtubeurs, notamment français, qui en ont parlé récemment, mais j'en parle depuis déjà un certain temps, depuis le début de ma chaîne. Vous pouvez aller voir de la même manière la vidéo éducative, c'est-à-dire le Blue Buy signal, le signal d'achat du H-Ribbon, et le précédent qu'il y a eu, qui était là, finalement a été invalidé. Donc ça fait 2 invalidations depuis son inception, en tout cas de la manière dont je le vois. C'est-à-dire qu'on n'a pas revisité les zones plus basses que le dernier bottom en daily, qui était celui-ci. Quand ce signal-là a été imprimé, là vous voyez qu'on est venu corriger, mais jamais chercher ces zones basses-là, et on est reparti par la suite. Par contre, on est venu bien plus bas que les 38 000 de l'époque. Pareil, précédemment, il y a eu aussi un moment, ça s'est foiré, c'était pendant le Covid, on est bien à chercher plus bas. Là, ça s'est imprimé, voilà, bon déjà c'est invalidé par rapport aux anciennes lectures, encore pas tout à fait. Disons, si on vient clôturer sur ces bottoms-là, eh bien, ce signal-là sera à nouveau caduc pour moi. Parce que je pense que le contexte général est bien différent. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller à un Bitcoin à 10 000, 11 000 dollars? Peut-être, je n'en sais rien, encore une fois. Mais vu que le Bitcoin a déjà dégringolé avec une chute de simplement 25% des marchés traditionnels, en tout cas du S&P, si le S&P devrait baisser encore, vu la corrélation forte entre les marchés où le Bitcoin n'arrive pas encore à se décorréler, eh bien, on irait encore plus bas. Au contraire, bien sûr, la Fed pourrait faire ce qu'on appelle le pivot. Tout le monde a attendu le pivot plusieurs fois, pensant que la Fed ne pourrait pas augmenter les taux et qu'elle allait se calmer. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'elle va se calmer ou non? Encore une fois, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on attend ce pivot-là? Certaines personnes attendent à ce pivot-là, puisque si vous augmentez les taux d'intérêt, eh bien, le prix des intérêts de la dette augmente également, puisque vous émettez des dettes avec un taux d'intérêt supérieur et donc vous empruntez de manière plus importante sur les marchés au niveau de l'intérêt à donner à vos créanciers. Là, les États-Unis sont sur un niveau élevé de dette par rapport à leur PIB qui est de 126%, et on penserait que ce serait insoutenable en imprimant en remontant au-delà les taux, puisque les États-Unis auraient du mal à se financer. Je crois moins à cette théorie, je peux me tromper, mais j'y crois moins pour l'instant. Pour l'instant, tout peut aller très vite, hein. Ça veut dire qu'il peut s'exciter là, Jérôme Powell, il commence à monter ses intérêts comme un forcené, et puis il se calme d'ici quelques mois et tout va très vite dans l'autre sens, d'accord? Les marchés sont extrêmement volatiles, et je vous parle même pas du problème sous-jacent que ça peut être pour nous en Europe. Si on monte les taux d'intérêt, on augmente le spread, c'est-à-dire
l'écart des taux des dettes, notamment italiennes et allemandes, s'accroissent sur les marchés avec l'extrême droite qui va passer en Italie. En ce moment, la BCE n'arrive pas à réduire, elle, la masse monétaire d'euros puisque les dettes que l'Allemagne et que la France notamment remboursent, eh bien, elles sont réinvesties dans la dette espagnole et italienne puisque il faut pouvoir refaire baisser ces taux d'intérêt-là au risque d'un crack de la zone européenne qui est dans une situation bien plus dramatique que les États-Unis. Nous ne sommes pas en Europe indépendants au niveau de l'énergie, nous avons très peu de contrôle sur notre monnaie et on n'a pas un marché unifié du tout en termes de productivité, de règles sociales, de règles fiscales, etc. Donc c'est un bordel sans nom. Honnêtement, je ne vois pas de porte de sortie par le haut pour l'Union européenne. C'est pour ça d'ailleurs que tout ce que j'ai, par exemple, en termes d'argent de côté est transformé en stablecoin, USDC ou BUSD. C'est encore plus rapide pour moi que de trader sur les forex et d'avoir du dollar. Et la plupart sont en attente d'être investis. J'essaie d'attraper par exemple des prix qui vont chuter à 900, 850 dollars au niveau de l'Ether. Si ça se passe, tant mieux. Ça se passe pas, c'est pas très grave. Mais en tout cas, je me place très bas pour l'instant sur mes ordres d'achat, redoutant notamment cette hausse des taux qui pourrait surprendre les marchés encore une fois. Je digresse un peu, c'était pas une vidéo sur ça que je voulais faire, mais est-ce que le Bitcoin va pouvoir respecter entre guillemets son histoire jusque-là, qui s'est faite que sur un bull run historique de la part des marchés traditionnels et dans un contexte où l'Europe, le Japon et les États-Unis ont eu des politiques monétaires extrêmement flexibles, à savoir inonder les marchés de monnaie, qui explique d'ailleurs en partie l'éclosion des dettes souveraines de chacun de ces territoires, qui fait que ce cash-là a pu profiter aux assets à risque, mais aussi à l'immobilier, etc. On est un peu dans une bulle globale qui englobe toutes les autres bulles, la bulle des assets, à savoir les actions, la bulle de l'immobilier, etc. Est-ce que tout va éclater en temps? Je ne sais pas encore une fois. Essayez d'avoir vos stratégies pour vous prémunir de ça. Certains vous faire croire qu'il y a des recettes miracles, mais il n'en est rien. Certains se réfugient dans d'autres monnaies, comme c'est mon cas par exemple sur l'US dollar. Et concernant ma stratégie principale en termes d'investissement, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur mes meilleurs investissements sur le bear market qui concerne deux protocoles, Yieldnode et Horde, qui sont deux investissements risqués et qui peuvent se planter à tout moment, d'accord? Ça ne veut pas dire que je l'ai fait, qu'il faut le faire, hein, ça peut complètement se cracher de la même manière. Donc gardez en tête cette date du 21 septembre. Pour nous, ce sera plutôt en fin d'après-midi quand la Fed va parler. Et là, vous aurez donc le résultat sur les marchés, soit on l'aura pricé, dans ce cas-là, on saigne avant, c'est-à-dire que lundi, mardi, c'est plutôt des journées très rouges, et mercredi, on remonte parce qu'on a trop corrigé par rapport aux estimations du marché qui, pris de peur, ont préféré vendre avant donc les chiffres officiels de la Fed. J'aurais tendance à croire qu'une baisse lundi, mardi forte favoriserait un rebond mercredi. Vous voyez que certaines valeurs déjà sont en train de corriger de manière assez importante. Vous avez l'Ether qui perd à nouveau 9% sur la journée. Ça n'en finit plus de perdre depuis The Merge, qui a été vraiment un exemple parfait de Buy the Rumor, Sell the News. Donc on a acheté la rumeur du merge et quand c'est arrivé, tout le monde a vendu. Alors certes, c'était un pas important vers Ethereum 2.0. Du reste, je pense que pour l'instant, la corrélation entre les cryptos et le marché traditionnel est bien trop fort. On ne voit pas, on n'utilise pas encore le Bitcoin comme un hedge contre l'inflation comme ce qu'on a voulu espérer, du moins quand on parle du Bitcoin et de manière plus générale des cryptos comme un équivalent de l'or digital, surtout pour le Bitcoin. Ça n'est pas le cas encore. Peut-être que ça le sera sur le futur, je ne sais pas. Essayez de vous prévenir de ça. Ce point macro là m'a pris toute une vidéo, c'est pour ça que je vais en faire juste une dédiée à la macroéconomie plutôt que l'analyse technique, etc. Puisque je pense que ce qui va être important, à court terme en tout cas, ça va être cette date du 21 septembre.
J'en ai terminé avec cette vidéo. Si vous avez apprécié mon analyse, je vous serais reconnaissant de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine à tous.